Bien, nous passons à la délibération suivante, qui est une information qui est une obligation pour la CASA, les communautés d'agglomération. C'est le rapport sur le développement durable de notre communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Alors, je vais vous faire Alors, je peux faire 4 heures dessus, si vous voulez, mais enfin, on est peut-être un peu pressé. Donc, c'est une obligation pour nous de rendre compte quand même de ce qui se passe dans la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Nos concitoyens ont vaguement entendu parler du terme, la CASA. Il y en a qui confondent avec une entreprise qui a le même nom. Il y en a qui sont hispanisants et qui pensent qu'il faut rentrer chez eux. Mais la CASA, donc la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, c'est notre communauté d'agglomération dont nous faisons partie. Et lors du dernier conseil communautaire, il a été rendu compte de ce rapport qui est obligatoire avant même le rapport d'orientation budgétaire. En fait, sous le nom de développement durable, ça revient à faire un vrai rapport d'orientation budgétaire, sans les chiffres budgétaires, mais qui présente tout ce qui se fait au sein de la communauté d'agglomération et qui touche tous les domaines. Bien souvent, il y a une sorte de confusion entre développement durable et environnement. Or, le développement durable, c'est un ensemble plus large qui touche tous les critères de l'activité, quelle qu'elle soit. Ça vient de l'anglais Sustainable Development, qui a été développé à partir des années 1987-1988. C'était le rapport Brundtland, méconnu pendant quelques années et aujourd'hui qui s'est imposé à tous. Alors, ce n'est pas une bonne définition, hein, Sustainable Development et développement durable. Ce n'est pas tout à fait l'équivalent, mais c'est ce qui s'en approche le plus. Alors, vous l'avez sur cette page, hein, c'est une obligation réglementaire, je l'ai dit, et donc on va faire le tour un peu des 5 objectifs de ce développement durable qui a été fixé dans notre communauté d'agglomération, baptisé CASAvenir, c'est très malin, hein, sémantiquement parlant. Donc la transition d'aménagement du territoire, l'exploitation de notre territoire avec sa biodiversité dans ses milieux, ses ressources, l'attractivité de l'ensemble du territoire, l'amélioration de la qualité de vie et la solidarité, et enfin l'implication de la population avec les acteurs du territoire. Parmi tous ces éléments, sous l'autorité d'ailleurs de notre vice-président délégué Thierry Osselli, qui est aussi le maire d'Opio, c'est tout ce qui concerne les mobilités. Notre collègue, première adjointe Marie Benassaya, que j'excuse aujourd'hui, a cette délégation depuis pas mal de mandats municipaux au sein de la CASA, qu'elle suit attentivement aux côtés de Thierry Osselli. Et bien entendu, le projet phare, c'est le bus tram, hein, le bus à développement durable, puisque ce bus tram doit fonctionner d'ailleurs au gaz naturel, c'est ça, biogaz, hein, au biogaz. Donc, et donc 1,6 km d'itinéraires supplémentaires ont été réalisés. C'est un gros engagement financier pour la CASA avec un emprunt spécifique. Et bien entendu, ça n'empêche pas de continuer à faire le développement des autres modes de transport, comme on vous l'indique. Le déploiement, par exemple, de la carte unique Pass Sud-Azur, qui permet de traverser, d'utiliser tous les réseaux qui la composent, que ce soit les bus locaux, les bus départementaux et les trains régionaux, ce qui n'est pas forcément connu de tous, sinon de personne. Et le domaine de la communication en la matière, chez nous, est quand même relativement faible. Donc retenez ça, le Pass Sud-Azur vous permet d'avoir la carte unique sur tous les réseaux qui passent sur le territoire. Je passe sur la nouvelle grille tarifaire et puis derrière cela, alors c'est devenu un élément essentiel. J'ai quelques souvenirs en 2014-2015 quand j'ai siégé là. C'était vraiment pas la préoccupation majeure de la communauté d'agglomération. Ça l'est devenu. Je m'en réjouis puisque nous, à Villeneuve-Loubet, nous l'avons initié depuis fort longtemps, mais on était un petit peu seuls et un petit peu farfelus.
Et donc aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique, donc 170 km d'aménagement cyclable. Sachez toutefois que le département est un élément essentiel puisque toutes les routes sont départementales. Donc c'est vraiment le département qui fait et qui réalise, hein, comme ça va être le cas chez nous sur la départementale 6007, entre la gare de Biot et la gare de Villeneuve-Loubet. La Casa du vélo avec 50 véhicules, enfin vélos à assistance électrique, voilà, 400 prêts gratuits. La nouveauté, c'est les aides à l'acquisition de ces vélos. 300 aides ont été données, ce qui permet quand même un développement non négligeable. 90 000 euros, ce n'est pas gigantesque, mais enfin c'est quand même un élément déterminant pour la suite. En ce qui concerne les mobilités toujours, il y a aussi le fait de favoriser le véhicule électrique. Et donc nous avons initié sur notre territoire l'installation de bornes WIZ. C'est la communauté d'agglomération qui les a installées. Vous en avez ici au parking du pôle culturel, comme sur la place de Gaulle ou le parking de la Figuière. 52 bornes sur notre territoire, 137 avec l'ensemble de Cap Azur. Je rappelle que Cap Azur rassemble les communautés d'agglomération d'Antibes, de Cannes, de Grasse et des Alpes d'Azur avec Valberg. Et donc l'extension va se poursuivre. De même, la mutation de la flotte des véhicules CASA vers des véhicules plus propres, sachant que les choses sont toujours un peu compliquées malgré tout. On ne peut pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Et puis le véhicule électrique, c'est bien, sauf quand on ne peut plus le charger, recharger, sauf quand on a des intempéries où l'autonomie n'est plus actée. Nous, dans les inondations, quand vous avez un véhicule électrique, c'est un peu compliqué de pouvoir l'utiliser. Le développement de l'attractivité des activités économiques du territoire, c'est le vice-président délégué Jean-Pierre Mascarelli, qui est aussi le maire de Bouillon, une jolie petite commune de notre arrière-pays, comme on dit, enfin de moyen pays. Donc ce sont les éléments propres à la technopole. Je rappelle que Sophia Antipolis est quand même l'une des premières technopoles européennes et qui est quand même la référence par excellence de notre communauté d'agglomération, paradoxalement relativement mis un peu de côté par rapport à tout ce qu'on peut lire par ailleurs, alors qu'il y a une véritable demande. La maison de l'intelligence artificielle, c'est un engagement très fort de la CASA avec le département des Alpes-Maritimes, c'est l'avenir. Le Business Pole, Talent Tech, Sophia Summit, enfin c'est toutes sortes de réunions et d'interventions qui sont faites dans ce domaine. On peut continuer, voilà. Toujours dans le domaine de cette attractivité, 16 000 m² nouveaux de programmes livrés, 25 000 m² de nouveaux locaux disponibles cette année, l'obtention du permis de construire du projet Ecotone à Antibes, peut-être reviendrons-nous un jour dessus lorsque ça aura évolué, et également la construction du pôle innovation de Sophia Antipolis, 9 500 m², porté par le syndicat du site et par la CASA. Alors, quelques initiatives diverses et variées sur lesquelles je ne reviens pas, mais qui peut aller jusqu'à l'économie circulaire, notamment avec la Fondation des apprentis, un fonds territorial France Active pour le financement des associations qui ont des projets sur le territoire de la CASA, des plateformes Initiative France. 7 communes ont accueilli des permanences conseils, dont la nôtre d'ailleurs, avec la nouvelle maison d'accueil des services publics. Un prix Sophia Master qui a récompensé un projet innovant. La reconnaissance de nuisibles, nous on peut avoir l'habitude en politique notamment, mais c'est innovant en termes de biodiversité. Des bureaux d'information touristique, ça c'est pour le tourisme. Je reviendrai sur le fait, parce que je croyais le voir sur le slide, on s'attend à avoir encore quelques 1000 emplois nouveaux sur le site de Sophia. Cette année. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, c'est drôle parce que quand il y a un immeuble avec 50 logements, ça effraie tout le monde.
mais le fait qu'il y ait 1000 emplois nouveaux sur Sophia Antipolis, ça n'effraie personne. Ça réjouit même, puisque ça donne du travail. Mais sachez bien qu'en termes de transport et de mobilité, c'est ça le pire. Parce que bien entendu, l'insuffisance des transports en commun va faire que va être privilégié l'automobile. Et donc, il faut inciter au covoiturage. J'observe que ce que nous avons fait avec la CASA, le parking près de la gare avec 70 parkings, le fait de donner 70 parkings gratuits avec une zone bleue de 12 heures, fait que ce parking est plein et permet aux gens de prendre le train pour aller à leur destination. De même, on l'oublie aussi, de l'autre côté de la route, par le passage souterrain, nous avons des parkings du bord de mer, le parking des Morettes, qui, lui, alors, est également totalement gratuit et qui permet aux gens de laisser aussi leur véhicule toute la journée pour pouvoir prendre le train et ne pas utiliser leur véhicule. Donc nous sommes contributaires et tout à fait exemplaires dans la matière. Et je le dis, je pense que nous sommes les seuls, puisque tous les autres font payer leur parking près de la gare. Ce qui est un non-sens. C'est un non-sens complet. Et si on veut éviter les véhicules ventouses, eh bien, il faut faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire une zone bleue à 12 heures. Et là, à partir de ce moment-là, on est certain que les véhicules ne resteront pas des jours et des jours immobiles au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Les 70 places nouvelles qui s'ajoutent à la petite dizaine qu'il y avait précédemment remplissent parfaitement leur vocation. Jean-Pierre Camillat, maire de Saint-Paul-de-Vence, gère l'aspect touristique pour les communes qui se sont regroupées. 2 communes y échappent, celle d'Antibes et Villeneuve-Loubet, dans la mesure où nous avons un classement de première catégorie comme la ville d'Antibes et qui fait que nous avons souhaité conserver notre indépendance de gestion, même si nous fonctionnons bien sûr en accord avec tout le réseau des bureaux d'information touristique, des sites internet et des visites qui sont faites. Il est évident que notre intérêt bien compris, c'est de faire en sorte qu'il y ait des interactions entre les communes de notre environnement et la nôtre, tout naturellement. Jean-Pierre Dermite, il n'y a que des Jean-Pierre à la réflexion finalement. Jean-Pierre Dermite, qui est le maire de Biot, a en charge la gestion des risques et le développement, l'aménagement durable. Donc il y a à faire, puisque, faut bien le dire, pas grand-chose n'avait été fait jusque-là. Donc c'est la CASA qui joue ce rôle majeur. Je vous rappelle qu'une taxe a été instaurée, la taxe GEMAPI, qui est justement la gestion des eaux et des risques. C'est celle que vous avez désormais sur votre feuille d'impôt locale. Et donc la protection contre les inondations concerne bien tous les secteurs, toutes les communes. Le loup, bien sûr, à ceci près que déjà beaucoup de choses ont été faites chez nous bien avant par rapport aux autres communes. Et ce sont les autres communes qui sont très satisfaites finalement de n'avoir rien fait avant pour pouvoir faire en sorte que ça soit fait aujourd'hui et pris en charge par l'intercommunalité. Il se trouve que sur Villeneuve-Loubet, tous les maires qui se sont succédés depuis les années 70 n'ont eu de cesse que de préoccupations, que de faire en sorte que les vallons soient entretenus, de faire en sorte que des travaux d'aménagement, de protection soient faits. Et l'impondérable, bien sûr, peut toujours exister, comme nous l'avons eu en novembre 2019, mais d'une manière générale, les vallons chez nous sont entretenus. Alors aujourd'hui, ils sont entretenus par la CASA, auparavant c'était par nos services techniques. C'est quelque chose que nos concitoyens ne savent pas. Ils disent, mais le vallon, là, l'herbe, elle pousse, il faut le nettoyer. Ben oui, il faut le nettoyer, mais ce n'est pas la commune qui nettoie désormais, c'est la communauté d'agglomération. Et lorsqu'il est privé, c'est aux citoyens aussi d'entretenir son vallon, sous peine d'avoir à le faire sous la contrainte. Donc je vous passe les différents travaux sur tout notre secteur. Bien sûr, c'est les communes en aval qui sont traitées plus que celles en amont, bien qu'on pourrait aussi, à terme, se préoccuper de ce qui se passe en amont. On en a beaucoup parlé dans la presse, la démolition du hameau de la Brague sur Biot, du Clos des Moulières. C'est la suite du terrible
drame qu'il y a eu en octobre, le 3 octobre 2015, mais il y a aussi tout le reste. Et lorsqu'on fait des travaux, là, c'est intéressant de voir que les travaux du bus tram, quand on fait des travaux en surface, on fait aussi des travaux à l'intérieur. C'est pareil pour les logements d'ailleurs. Quand on construit, les gens vous disent « vous bétonnez ». Mais non, au contraire, on désimperméabilise. C'est toutes les anciennes constructions qui ont été faites qui ont imperméabilisé les sols. Ce n'est pas les nouvelles réalisations depuis maintenant la loi sur l'eau qui date quand même de 1990 et qui impose des bassins de rétention, qui impose des vides sanitaires. Donc c'est drôle que ce soit ceux qui habitent dans des immeubles, des villas qui ont imperméabilisé les sols et qui s'inquiètent des nouveaux qui l'imperméabiliseraient. Non, 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 les nouveaux, au contraire, désimperméabilisent et réduisent le risque que ceux qui critiquent le béton, inconsciemment bien sûr, ont provoqué. Et donc le bus tram permet la rénovation des réseaux d'eau pluviale, les réseaux d'eau potable, et c'est une bonne chose. Donc on fait coup double en quelque sorte, et c'est pareil dans tout ce qui se construit aujourd'hui. Hein, tous les nouveaux immeubles permettent la désimperméabilisation des quartiers, contrairement à ce qui se dit régulièrement d'ailleurs dans différents articles de gens pas très au fait des réalités. Le dispositif Casa à l'abri, vous pouvez en bénéficier tous lorsque vous vous situez dans une zone à risque. La Casa viendra faire le diagnostic chez vous et vous indiquera le moyen de préserver votre bien. Alors parfois, il vous dira, il n'y a rien à faire, c'est cuit, il faut aller à l'étage. Il n'y a rien à faire. Et d'autres fois, il vous dira, mais vous savez, si vous mettiez un bâtard d'eau, mais si vous savez, si vous mettiez telle chose, vous pourriez réduire le risque, tout simplement. Parfois, il suffit de peu de choses. Alors les copropriétés l'ont bien compris, les maisons individuelles, parfois un peu moins. Donc Casa à l'abri, c'est vraiment un outil pour prévenir le risque inondation en particulier, et que j'engage chacun de nos concitoyens à faire cette démarche. L'aménagement durable du territoire pour les 20 ans à venir, c'est ce qu'on a appelé Casa 2040. C'est des documents sur lesquels nous travaillons, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. L'eau potable, j'insiste pas là-dessus, nous avons des rapports sur l'eau potable. L'eau potable, comme l'assainissement, s'est transféré à la Casa. Là aussi, Villeneuve-Loubet était plutôt bien placé parce qu'avant même le transfert, je l'ai dit tout à l'heure, 85% d'étanchéité des réseaux, c'est assez exceptionnel. La loi d'ailleurs impose 80% sous forme sinon de pénalité. Philippe Deléan connaît bien ça. Là aussi, tous les maires qui se sont succédés dans cette commune ont bien fait le travail nécessaire avec la SDEI de l'époque, Suez, pour ne le pas nommer, qui a toujours été notre partenaire et dont nous avons toujours été satisfaits. Je le redis, parce que souvent il est indiqué que c'est mieux en régie. Oui, c'est mieux quand on a les compétences et qu'on est des collectivités importantes. Quand on est des petites collectivités, c'est pas mal d'avoir un partenaire efficace à partir du moment où celui-ci, bien sûr, fait le travail qu'on lui demande. J'aurais pu rajouter l'assainissement. Des travaux d'assainissement vont se faire de nouveau dans le quartier du Loubet à partir de la semaine prochaine. Je le dis, c'est grâce à la Casa, parce que là, de ce point de vue-là, nous, on a été un peu moins performants sur l'assainissement, malgré l'entretien qui était fait. Et là, il y a des moyens qui sont mis en œuvre. De même, des travaux qui vont intervenir sur la 7, qui vont être 6 mois, 8 mois de travaux, pas très loin de la gare, dans des secteurs qui sont régulièrement inondés, donc des travaux de réseau d'eau pluviale, d'eau potable, d'assainissement, pour faire s'écouler les choses qui vont vers la mer. Et quand on voit l'état des lieux aujourd'hui, on est assez effaré de ce qu'on y trouve. L'activité agricole, c'est le maire de Châteauneuf, M. Étienne Delmotte, qui connaît bien son sujet et qui porte ce dossier. Alors, et nous sommes une terre agricole. Voilà. Nous avons des agriculteurs sur notre territoire, nous avons des éleveurs aussi, et donc notamment des agriculteurs qui ont les oliveraies sur le Rouret, par exemple, et donc 1064 hectares de zones agricoles dans les 13 PLU qui ont été adoptés, c'est bien de le savoir. Des études d'opportunité de ZAP,
c'est-à-dire de zones agricoles protégées sur Châteauneuf et Villeneuve-Loubet, au hasard Balthazar, hein, entre le maire de Châteauneuf et le maire de Villeneuve-Loubet, parce que nous-mêmes, nous avons des agriculteurs sur notre territoire, mais que nous avons fait en sorte d'aider pour s'y installer. On l'a déjà dit, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais ça va être vrai aussi dans bon nombre d'autres de nos communes voisines. La valorisation des exemples qui sont donnés sur Cossol. Alors c'est intéressant de savoir qu'on va planter 35 000 pieds de lavande fine. Alors ce n'est pas n'importe quelle lavande, puisque nous on a dû arracher nos pieds de lavande parce qu'elles étaient toxiques. Mais là on va en planter 35 000. Les vipères se réjouissent. Vous savez que les pieds de lavande, c'est le nid à vipères par excellence. Et on a d'excellentes vipères très sympathiques, hein, avec le sourire, tout, qui vous accueilleront comme il se doit. Préservez-les, hein, elles sont indispensables à l'équilibre. Mettez pas le pied dessus, hein, c'est sûr, parce que là c'est plus ennuyeux, soyez prudents, mais la vipère du plateau de Cossol, c'est aussi un élément de biodiversité important. Bon, des espaces tests agricoles, une labellisation de la CASA pour la démarche de projet alimentaire territorial en émergence, c'est beau comme titre technocratique, hein, c'est les circuits courts tout simplement, hein, en traduction simultanée. Alors la transition énergétique, c'est à la fois moi-même et puis sur le logement, Sophie Nazika qui a la délégation sur le logement, donc le déploiement d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement pour la rénovation énergétique des logements. Les deux sont liés, hein. Il y a un accompagnement financier pour les bailleurs, pour la réhabilitation énergétique de leur patrimoine. Donc les collectivités doivent un petit peu parfois faire pression sur leurs bailleurs pour qu'ils s'impliquent fortement. Il y a des aides en la matière. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore très majeur, mais ça va le devenir. Ensuite, toujours sur le logement, avec Sophie Nazika, des aides financières qui sont apportées aux propriétaires occupants pour la réhabilitation de leur logement. Je vous rappelle que nous avons voté le permis de louer. Hein, je vous rappelle que la maison d'accueil des services publics accueille une permanence d'information à ce sujet. Donc, il ne faut pas se priver pour prendre rendez-vous à tâche pour savoir de quelles aides on peut bénéficier pour effectivement économiser l'énergie et améliorer le confort de son logement. Alors, le maire de Bar-sur-Loup, François Witkowski, lui, s'occupe de tout ce qui est lié à la biodiversité. Donc, c'est un petit peu transversal avec l'environnement, le développement durable d'un côté et agriculture, des mesures d'agro-environnement et climatique. On appelle ça les MAEC. C'est tout un charabia comme toujours. C'est lié à Natura 2000 puisque nous sommes zone Natura 2000 pour une grande partie de ce territoire qui n'interdit pas l'activité, contrairement à ce qui se dit, hein, mais qui préserve la biodiversité tout en permettant une activité raisonnée et un peu encadrée. Donc les Préalpes de Grasse, hein, sont le lieu par excellence, mais aussi la vallée du Loup. Alors, dans ma délégation, puisque j'ai en charge l'environnement, la biodiversité, ce qui est mis en exergue, c'est le programme WATI. Je vous rappelle que nous en avons été les instigateurs dans notre commune. Nous avons été les premiers à le faire et dans toutes nos classes. Parce que là, pour la CASA, c'est les classes CM2 uniquement, mais nous, c'est toutes les classes de l'élémentaire et toutes les classes de maternelle. Et ça a un coût, bien sûr, hein, parce que nous payons pour, hein, mais nous avons considéré, il y avait des subventions, enfin, c'est 15 000 € net quand même à charge pour la commune, hein, et donc c'est un effort que nous avons fait pour sensibiliser au travers des enfants, bien sûr, les familles, sur la nécessité de faire des économies d'énergie. Mais je vous rappelle ce que j'ai toujours dit, on peut toujours dire ce qu'on veut aux citoyens de préserver, de ne pas gaspiller. Le seul vecteur qui leur fera prendre conscience, c'est le prix. Et donc, plus l'énergie est chère, plus c'est une bonne nouvelle. Je suis le seul à penser ça au sein de la CASA. Et c'est pour ça que sur le prix de l'eau, qui est une ressource à préserver, et on voit bien la sécheresse actuelle, nous avons fait en sorte que la consommation pour 120 mètres cubes, qui est la consommation de base, ne bouge pas pour permettre aux plus modestes
d'avoir l'accessibilité, mais pour tous les autres qui ont les revenus et le confort, eh bien, il n'y a que le prix qui sera un élément de réflexion pour être dissuasif sur le gaspillage éhonté de l'eau qui est potable. Et donc, que ce soit l'électricité, mais au sein de la municipalité, de nos services municipaux, tant qu'on n'aura pas fait payer nos propres agences sur l'électricité qu'ils consomment, eh bien l'éclairage restera allumé quand on va manger le midi, déjà bien quand on ne l'a pas oublié le soir. Et donc c'est une guerre permanente parce que c'est l'inconscience d'une société de riches, de privilégiés et donc de gaspillage. Alors on est écolo, mais on gaspille. Et donc, si on veut avoir un discours, il faut aussi que les actes soient en conformité avec le discours. Nous prétendons à cela. Alors, on essaye de faire cette information par les familles, mais dans les écoles, on leur dit c'est la journée pull. Vous vous rendez compte, on est obligé de dire c'est la journée pull pour permettre de descendre de 2 degrés la température dans les classes. On devait faire aussi la journée pull dans nos services, monsieur le directeur général des services, parce que quand je vois le thermostat à 24 degrés affiché, que je passe ma vie à mettre à 20, 21 et que je le revois à 24, y compris le soir quand il n'y a plus personne, c'est aussi des réalités. Alors ce n'est pas des histoires de grippe-sous, parce que dans la masse budgétaire qui est la nôtre, personne ne fera l'individualisation, mais je trouve que c'est une question de principe, de vie, d'existence, et qu'on ne peut pas avoir à la maison un discours, sinon un vote, et en même temps un comportement dans sa vie quotidienne qui va à l'envers de ce qu'on professe. Donc nous, on aimerait que les actes soient en concordance avec les intentions. Et ça, il ne faut pas rêver, il n'y a que le portefeuille qui compte. La cohésion sociale, Sophie Nazika, avec chez nous Catherine Piégy, qui fait un gros travail dans tous les logements neufs que nous avons, les commissions, les solutions qui sont mises en place. Nous faisons du logement de qualité. Je prétends qu'à Villeneuve-Loubet, nous le faisons encore davantage que partout ailleurs, parce que dans tous les programmes, nous avons une exigence vis-à-vis des promoteurs de qualité de faire en sorte que le logement d'accession à la propriété, le logement pour les propriétaires, mais aussi pour les locataires, soit identique, de qualité égale. D'ailleurs, j'observe que tous ceux que nous avons logés, on n'a pas vu partir grand monde. On n'a pas d'occasion de refaire des commissions d'attribution pour ceux qui ont été mis là et qui ne repartent pas au grand désespoir de ceux qui attendent, qui auraient bien aimé aussi y venir et ne pas attendre simplement qu'il y ait des logements neufs pour pouvoir se loger. Je vous rappelle que chez nous, on était à près de 500 demandeurs de logements à Villeneuve-Loubet. Nous sommes descendus à 350. Ça veut dire qu'il y a encore 350 Villeneuvois qui attendent un logement auquel ils ont droit et qu'il y a aussi à l'extérieur 4000 résidents des Alpes-Maritimes qui ont demandé Villeneuve-Loubet dans leur choix. Bon, on n'est pas pressé de les avoir, à l'exception de ceux qui avaient pu nous quitter et grandir ici, et quelques-uns bien sûr, parce qu'on ne peut pas exclure les gens, c'est légitime, mais sachez-le quand même. Donc, puisqu'on parle logement, je vais faire une parenthèse. Le Figaro Magazine a publié un document, dont je vous fous tout en l'air, mais cherchez pas à le publier, c'est pas la peine. Gardez le slide, c'est parce que je trouve que ça va bien dans ce que je dis. Le prix des notaires dans près de 500 villes de France. C'est paru dans le Figaro Magazine de ce week-end. Et dans les Alpes-Maritimes, eh bien, nous sommes la 7e commune la plus coûteuse, la plus chère. Et les 5 sont à l'est et 2 à l'ouest, Théoul et Villeneuve-Loubet, c'est-à-dire à plus de 5 000 € le mètre carré. Si vous cherchez la ville où il fait bon vivre, vous avez la réponse chez les notaires. Ça s'appelle voter avec ses pieds et son portefeuille. Ce n'est pas simplement les publications bidons qu'on nous abreuve, puisque de toute manière, si vous regardez bien toutes les villes qui ont été distinguées avant nous, sont toutes les villes où il y a des émeutes urbaines. C'est vrai qu'il fait bon vivre là, c'est même chaud. Donc j'ai eu l'occasion de le dire au président de l'Association des maires de France que j'étais un peu fatigué de ces labels bidons
sur lequel il y a une affaire financière, puisqu'il faut acheter le panneau de 1 000 €, hein, et qui correspond vraiment à rien. Rieux-la-Pape, c'est sûrement très sympa à y vivre, mais enfin, ça a été le théâtre d'émeutes, et pourtant, c'est mieux classé que Villeneuve-Loubet. Villeurbanne aussi, d'ailleurs, ou Vaux-en-Velin. Vous voyez? Donc, voilà, moi, je dis que c'est les gens qui font la classification de la ville où il fait bon vivre ou pas bon vivre. C'est-à-dire ceux qui veulent venir. Et quand il y a une demande qui est forte, ben, ça fait monter les prix, forcément. C'est pour ça que le logement pour tous permet aussi aux gens plus modestes qui ne pourraient pas se payer ces 5 000 € le mètre carré de pouvoir vivre aussi. Et c'est ça l'enjeu du logement pour tous. Et donc, tous ceux qui parlent avec des commentaires désagréables sous couvert d'écologie, d'environnement, sont des fumistes ou des gens mal informés. Et nous contribuons ainsi à éviter que les prix ne soient trop inaccessibles, parce qu'on a le droit aussi de vouloir acheter sans passer par le logement social quand même. Donc c'est un équilibre, tout est dans l'équilibre, et malheureusement les commentaires sont toujours déséquilibrés. Donc si on peut reprendre le slide pour finir. Donc Sophie Nazika, Catherine Piégy, dans les différentes commissions, font un gros travail, eux qui même pas soupçonnables, notamment pour les attributions, les cotations, enfin c'est épuisant. Toujours la cohésion sociale avec notre collègue Kevin Luciano, qui est maire de Valoris, et notamment sur les protocoles dits de pli. Nous accueillons le pli chez nous dans nos locaux gratuitement, qui permettent à nos demandeurs d'emploi de trouver des accompagnements, des solutions. Albert Calamuso, chez nous, suit les différentes commissions qui se rencontrent à cette occasion. C'est la CASA, c'est une initiative CASA, la mission locale d'insertion et de l'emploi, donc ce n'est pas forcément une obligation. Et le soutien de la CASA aux différentes associations qui portent des chantiers d'insertion, 156 000 € versés par exemple. Voilà un travail de l'ombre qui n'est pas souvent mis en exergue, mais qui permet d'accompagner ceux qui sont en recherche d'emploi, qui cherchent du travail, parce que contrairement à ce qui se dit, il y a des gens qui cherchent du travail, oui, et sur lesquels c'est assez difficile de pouvoir coïncider leur niveau de formation avec les exigences demandées par l'employeur. Parce que le problème de fond, ce n'est pas de savoir s'il y a des gens qui veulent du travail ou pas du travail, c'est de savoir si les gens sont en capacité de répondre à l'offre. C'est ça l'enjeu. Et malheureusement, notre système de formation n'est pas au niveau, nos écoles, et donc il faut des accompagnements pour compléter ce qui n'a pas pu être fait auparavant. Vous savez que je suis un défenseur de la formation en alternance. Je trouve que ça devrait être obligatoire pour tous les jeunes de faire des stages, comme pour les enseignants d'ailleurs, de faire des stages en entreprise eux-mêmes ou dans les centres de leurs intérêts, biologie d'un côté, institut de géographie de l'autre, musée. Quand on veut former des gens et être soi-même formateur, il faut avoir fait des stages concrets, non pas des stages théoriques donnés par des gens qui ne sont pas forcément non plus toujours au niveau. Toujours un autre angle, les antennes de justice. Bon, c'est pour ceux qui auraient vraiment échoué. C'est tout l'aspect un peu plus délicat. Chez nous, c'est Lucie Rouillon qui porte un peu ces sujets dans le cadre du service jeunesse avec l'adjoint Charles Lucas. Tout ce qui est violence intraconjugale, familiale, qui se révèlent aujourd'hui, qui ont toujours existé, mais qui aujourd'hui sont portées à connaissance, qui s'accroissent aussi avec des populations sur lesquelles les règles de vie n'étaient pas forcément celles auxquelles on était habitué. Mais enfin, vous avez toutes sortes de situations, toutes sortes de... Voilà, là, on rentre dans le sombre de toutes les sociétés et je pense qu'il faut être intransigeant en la matière et pouvoir accompagner ceux qui sont en difficulté. Mais les choses ne sont pas faciles. Comment trouver un logement? Comment trouver un hébergement? Comment éloigner? Comment protéger? Bon, là aussi, on vient de loin. Donc, c'est la politique qu'on essaye de mettre en place, mais il faut le faire avec les bailleurs. Les bailleurs n'ont pas forcément toujours le logement disponible pour. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire en la matière.
Enfin, Michel Rossi, qu'on connaît bien, le maire de Roquefort-les-Pins, qui est le vice-président délégué sur l'action culturelle et le numérique en plus. Bon, on a parlé des médiathèques tout à l'heure avant ce conseil municipal, puisqu'on mettait en exergue la nôtre, la médiathèque Jean d'Ormesson, dont on a dit tout à l'heure qu'elle a plus de 4000 inscrits, dont 60% de Villeneuvois, ce qui est un très très bon taux, qui accueille les jeunes des écoles depuis la maternelle jusqu'au lycée, et donc toute une offre de culture diverses et variées sur lesquelles je ne reviens pas. Le vice-président délégué, M. Thierry, qui est dans notre communauté d'agglomération également, sur tout ce qui est, comment on pourrait dire, démocratie directe, participative, enfin je me méfie un peu de tous ces mots qui n'ont pas grande signification. La nouveauté, c'est le pacte de gouvernance entre la CASA et les communes membres. Alors, la loi a fixé ce qui avait déjà été fait précédemment, c'est-à-dire une règle qui permette à un bureau des maires de se réunir toutes les semaines pour échanger sur les différents dossiers. Et le principe qu'a édicté Jean Léoletti, le président, c'est que rien ne se fait sans l'unanimité des maires. Voilà. Et donc, pour éviter des rapports de force et de mélanger la politique politicienne avec la vraie politique de gestion. Donc, un conseil de développement qui existe sur des sujets et des thématiques. Il n'y a pas si longtemps, ce conseil de développement qui est présidé par un ancien préfet, M. Tomasini, a parlé du problème du trait de côte, du littoral et de la submersion marine. Donc voilà, c'est des choses qui existent, qui sont plus ou moins sues, et plutôt moins que plus. Et puis après, il y a toute la partie communication. Alors là, il y a des chiffres que je ne citerai pas, parce que je considère que ça, c'est des bilans des inventaires à l'après-vert. Ce qui compte, c'est de savoir si le citoyen, lui, sait ce que fait la CASA. La réponse, c'est non. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est pas suffisant. Et qu'il faut faire mieux et plus. Le fait de le faire ici dans le conseil municipal comme je le fais aujourd'hui, vous-même les élus du conseil municipal en ignorez au moins la moitié. Et donc ça commence là et il faut qu'on prenne l'habitude justement de ces interactions, communautés d'agglomération, communes, et sortir de notre bocal. Nous ne sommes plus simplement dans le bocal. Mais pour les gens, il n'y a qu'un interlocuteur, c'est le maire. C'est Harry Potter qui va tout transformer, changer, magnifier. Quand ce n'est pas Mère Teresa, c'est l'un ou l'autre, ça dépend les circonstances. Voilà. J'ai plus rien derrière. Ça se termine sur ça, c'est beau. Voilà. Donc voilà, c'était le rapport que je vous devais et qui montre que l'intercommunalité, ça existe, c'est une réalité. Et que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, et qu'au fur et à mesure, bien sûr, c'est appelé à jouer son rôle. Je me réjouis que nous ne soyons pas dépossédés du pouvoir, malgré tout, sur l'urbanisme, par exemple, comme c'est le cas dans d'autres collectivités, que nous ne soyons pas dépossédés du choix de nos travaux, comme c'est le cas dans d'autres collectivités, et surtout que sur le plan fiscal, la bonne gestion globale, sur l'impulsion de son président, fait qu'il n'y a pas de surfiscalité, comme dans les communes voisines qui ne sont pas très éloignées de chez nous. Voilà. Et ça aussi, c'est important. Il n'y a pas sur le foncier une surtaxe, comme c'est le cas dans la métropole, par exemple, pour ne pas la nommer, et que payent tous les habitants de la métropole. Bien chez nous, il n'y a pas de surtaxe, il n'y a que la taxe communale que payent nos concitoyens. Voilà, y a-t-il des questions particulières sur un point que vous souhaiteriez ou sur lequel on pourra revenir? Je vois que vous êtes pressé de continuer l'ordre du jour, donc nous allons passer à la commande publique. C'était une information, donc il n'y avait pas de vote, même si ça ne vous convient pas, de toute manière, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est la démocratie directe, ou plutôt du direct, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai à l'ordre du jour la commande publique, un avenant numéro 1 sur les produits alimentaires. À mon avis, on n'a pas fini d'être obligé de... Au revoir, Monsieur Lebrun, qui partait discrètement. Merci pour votre intervention
parfaitement claire et précise. Donc, là, je disais, on va en avoir d'autres des avenants, hein, parce que l'augmentation du prix des matières premières, la flambée générale, on en a eu un peu un exemple tout à l'heure avec le gaz, malheureusement, il n'y a pas que ça. C'est la conséquence de la crise sanitaire, plus la guerre en Europe, dans un pays producteur, exportateur de céréales en particulier. Autant vous dire que ça va être un petit peu compliqué par rapport au budget que nous avons déjà voté. Cet avenant numéro 1 fait qu'une société, la société Pomona Épis-Saveurs, c'est beau comme nom, hein, qui a été titulaire du lot numéro 9 pour un montant de 185 465 € hors taxe, lors de la délibération du 29 juin dernier, eh bien, nous a sollicité pour nous dire on ne peut pas tenir, il faut une augmentation. Alors, ils nous ont écrit pour nous dire ça fera tant. On leur a dit non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Michael Hébert est vigilant, le directeur du service juridique chez nous, de la commande publique. Il dit non, vous allez vous en prendre une partie parce que c'est la loi, mais c'est vrai que devant l'imprévisibilité de ce qui était convenu, effectivement, vous êtes amené à demander à la collectivité de revoir à la hausse le prix, mais ça ne sera pas exclusivement que pour la collectivité. Voilà pourquoi il vous est demandé d'accepter une hausse de 5,5% du marché initial, c'est-à-dire de le faire passer de 185 000, comme je viens de l'indiquer, à 195 848,05 €, soit une augmentation de 10 000 382 € pour l'année en cours. Mais on verra où nous en serons au mois de septembre. Et donc, pour nous, le budget, Madame la Première adjointe reprend des forces, notamment pour bien faire ses calculs, et pas simplement sur le plan médical, hein, et pour les faire concrètement, hein, pour pouvoir intégrer tout ça dans notre budget. Donc, nous ne serons pas à l'abri de décisions modificatives, hein, en la matière, parce que ça touche tous les milieux. Voilà, je pense que personne n'a d'objection. On vous a présenté quand même dans le document tous les articles. Vous les avez, hein. Donc si ça vous intéresse, hein, le prix de l'ail, le sac 1 kg, est passé de 5,47 à 7,65. On pourrait se passer d'ail aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, on va mettre du rutabaga comme au bon vieux temps. Hein, puis, on va faire en sorte de cultiver les pelouses. C'est ce qu'on faisait pendant la guerre. Hein. Cultiver les pelouses, on ne mettait pas des fleurs et de l'herbe, hein, on mettait des topinambours. Hein, voilà. Et donc, peut-être ça nous amènera aussi à revoir notre cuisine. Hein. Je ne sais pas si j'ai Béatrice ici, mais voilà, on va aussi se réadapter au lieu de faire toujours la même chose. Mais la diététicienne doit veiller à l'équilibre des repas, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Dans les augmentations notables, vous avez les cannellonis. C'est le paquet qui passe de 7,38 à 10,32. Voilà, ça c'est des chiffres. Alors pour le moment, le riz bouge pas, hein, donc on va donner que du riz. Tiens, hein, voilà, c'est ça. On va faire des économies. Je vais vous faire la cuisine, moi, vous allez voir. Je vais me mettre une toque. Je vais faire Top Chef en direct. Hein, je vais vous trouver des solutions. Bien. Je pense qu'il n'y a pas d'observation particulière. Si, Jean-Pierre, qui veut mettre son grain de sel au même tarif. Non, un petit grain de farine si vous voulez. Non, j'ai juste une information que j'ai eue tout à l'heure. Le meunier nous a appelé. Nous, le blé augmente de 25% mardi prochain. Le blé. Le blé et les œufs 40%. Ce qui permet de faire le pain. Donc vous mangerez des biscottes. C'est un peu pareil quand même. Donc voilà, le pain, c'est très bon, mais pas en trop grande quantité. Donc voilà, le meunier est dans le pétrin, ce qui est sa vocation de toute manière. Mais là, encore davantage. Et les tarifs de cantine, comme le dit Albert, effectivement, ben voilà, ça va être un souci. Je vous signale quand même qu'on a réussi à faire tous les investissements de la commune sur nos cuisines pour plus d'1 million d'euros pour remettre en production chaude, plus l'embauche de cuisiniers sans modifier les tarifs de cantine. Hein. Il n'y a pas eu de répercussion pour les familles.
Bah, là, je ne sais pas comment on fera en la matière pour pouvoir préserver. J'entendais tout à l'heure l'information que pour le mois de mars, l'inflation, la hausse des prix est de 4,5% pour le mois de mars. Donc vous mettez ça en exponentiel tout au long de l'année et vous allez voir que ça va être bien compliqué. Bon, on fera avec, il y a des choses plus graves dans la vie que ça. Tant qu'on n'a que ce genre de soucis à se préoccuper, plaie d'argent n'est jamais mortel. Voilà. Donc on présente le petit clip de nos cantines pendant le même temps, de nos agents qui font ce travail, qui refont la cuisine. Voilà. Et c'est une performance du quotidien. Tous les jours, elles font ça, avec conscience professionnelle, je dirais même avec amour pour les petits, et avec toujours le risque de l'incident, du risque de l'empoisonnement, de la pizza machin, vous savez, je ne dirais pas le nom. Non, là c'est fait en direct, avec les produits de chez nous, notre agriculteur Fabrice Leroy. Voilà, c'est ça que nous avons voulu pour nos enfants, et les producteurs en direct, et le travail de la reconversion qu'elles ont faite, parce que c'était plus facile avant de chauffer les plats qui venaient de chez Elior ou Sodexo, c'était beaucoup plus confortable. Là, elles font le travail avec le chef, parce qu'il y a un chef de cuisine et qui compose les plats avec notre diététicienne. C'est le travail de l'ombre. Et pour les parents, tout ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Et je pense que pour un certain nombre de familles, les gamins mangent mieux à la cantine que chez eux. Voilà. Et en tout cas, sûrement de manière plus équilibrée. Ça, c'est certain. Donc, un grand salut à nos agents de cantine et à nos chefs qui font ce travail et qu'on apprécie. Mais je répète, c'est le risque permanent. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de mairies, c'est ce qui s'était passé avant, pour éviter que ce soit le maire qui soit en première ligne, parce que bien entendu, c'est le maire qui va au tribunal, s'il y a un pépin. Mais donc, on a confié ça à des sociétés qui prenaient la responsabilité et le risque. C'est bien pour ça que ça a été fait. Donc, nous, on a accepté le risque. Donc je remercie les agents de cantine de protéger leur mère en faisant une bonne cuisine hygiénique. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.